Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous apprécions et ce soir, nous vous saluons. Nous vous signifions notre profonde sympathie et aussi notre amour si fraternel. C'est toujours une joie pour nous d'être en contact avec vous. Et nous croyons que votre lumière continue de luire. Parce que la parole de Dieu dit dans Proverbe 4, verset 18, que le sentier du juste est comme une lumière qui resplendit et dont l'éclat va de plus en plus et chaque jour. Et nous croyons que quand nous nous soumettons à la parole de Dieu, notre lumière ne peut que luire. Quand nous appliquons la parole de Dieu, cela ne peut que faire du bien. Du bien à nous-mêmes, du bien aux membres de notre famille et du bien à toute la communauté. Et nous ne cessons de rappeler que le bien-être de notre famille tient au cœur de Dieu. Le mariage, qui est une institution divine, vient tout droit du cœur de Dieu. Et il veut nous voir prospérer à tous égards chaque jour dans notre cadre familial. Et c'est pourquoi nous sommes inspirés de partager avec vous des sujets que le Seigneur met sur notre cœur. Et nous nous réjouissons des très bonnes réactions que nous entendons et de très bons témoignages sur ce que Dieu fait à travers certaines portions de ces émissions dans les vies familiales. Nous prions chaque jour que le Saint-Esprit transporte chaque parole dite dans le cadre de cette émission pour amener une transformation dans une famille. Pour ceux qui nous ont suivis la semaine dernière, nous avions parlé des tempéraments dans les familles. Précisément des tempéraments au niveau du couple. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec donc ce thème que nous souhaitons traiter avec vous de tout cœur. Bien gérer vos tempéraments dans votre couple. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que chaque personne dans le couple a un tempérament différent. En plus du caractère qui peut être différent, est basé souvent même sur des personnalités différentes. Nous pouvons avoir aussi des tempéraments qui sont très différents, mais des tempéraments qui sont appelés à cohabiter toute une vie. Et le tempérament fait référence à l'ensemble donc des traits psychologiques qui indiquent l'humeur et la sensibilité d'un individu. Et ces traits caractéristiques définissent notre façon d'être dans nos relations avec les autres. Autrement dit, on nous connaît un peu dans notre façon d'être. Quand on veut parler de nous, tout de suite, on a en tête notre façon d'être, notre humeur, notre sensibilité. Quand on pense en nous, on pense tout de suite à ce qui nous caractérise. On voit tout de suite quelles peuvent être nos réactions et notre comportement. Ceci explique que souvent on peut dire que oui, telle personne
a le sang chaud. Ou encore qu'on puisse dire que telle personne est naturellement froid ou même tempéré. Certains ont une tendance joviale et ouverte et d'autres semblent renfermés sur eux-mêmes. Certains parlent très peu, d'autres sont loquaces. Ils parlent beaucoup et avec une tendance donc à se faire remarquer partout où ils passent. D'autres, par contre, ont une tendance à la tristesse. Introvertis. Et souvent même pour leur décrocher quelques phrases, c'est très difficile. Certains peuvent manifester facilement de la patience. La patience devant les situations. Le calme devant les situations. Mais par contre, d'autres sont impulsifs, très réactifs. Devant les situations, on les voit tout de suite dans l'action. Tout ça, ce sont des différences. On peut observer cette tendance, des tendances par rapport à des familles bien précises. On peut dire, oui, dans telle grande famille, on sent que les gens sont un peu plus calmes et ils sont souvent un peu introvertis, un peu renfermés. Par contre, on peut dire aussi, ah, dans telle famille, on voit des gens qui sont un peu chauds. Ils ont cette tendance-là réactive. Et donc, ainsi de suite. Mais voyez, ce sont des tendances très marquées. Le tempérament reflète une sorte de personnalité et notre façon d'être, et cela montre un peu comment on peut réagir devant les situations. Mais seulement, on a la capacité, par la grâce de Dieu et par l'aide du Saint-Esprit, de modérer nos tempéraments et de les placer sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Et voyons, par exemple, le couple. Dans le couple, les deux personnes peuvent avoir des tempéraments tout à fait opposés. Les deux personnes peuvent avoir des tempéraments différents, soit allant dans le même sens ou carrément opposés. Quand ce sont des tempéraments opposés, ce sont des gens qui auront tendance à s'entrechoquer. C'est le couple où facilement on peut sentir qu'il y a des crashs par moment. Et pour arriver à une harmonie parfaite, souvent il faut vraiment beaucoup de peine parce qu'il faut que chacun se modère et essaie d'ajuster son tempérament à la lumière du tempérament de l'autre. Le mariage veut dire donc deux personnes différentes, mais avec des tempéraments, soit qui se rejoignent, soit qui sont opposés. Ils doivent s'accommoder toute une vie ensemble. Ils doivent vivre avec cela, mais faire en sorte que ce soit l'entente, l'harmonie, malgré leur tempérament, soit différent ou des tempéraments qui se complètent. Si nous parlons aujourd'hui de bien gérer nos tempéraments dans le couple, cela veut dire donc que nous nous rendons compte que dans certains couples, le problème de tempérament amène des petits conflits. Des petits conflits souvent difficiles à gérer tout simplement parce qu'on n'arrive pas à trouver des ajustements. Et il est important pour chacun de savoir connaître son tempérament et de connaître aussi le tempérament de son conjoint.
Quand on connaît son tempérament, on connaît naturellement ses forces. Il est important de connaître son tempérament parce que cela va nous amener aussi à connaître nos faiblesses. Et connaître son tempérament te permet d'ajuster, de savoir comment ajuster ton comportement vis-à-vis de ton conjoint. Et cela te permettra de savoir comment bien composer avec ton conjoint parce que naturellement, tu sauras qu'est-ce qu'il faut pas à des moments bien précis. Et quand vous connaissez vos tempéraments et le tempérament de votre conjoint, cela vous permet aussi de savoir comment composer avec votre partenaire. Et nous croyons que si nous arrivons à nous fixer sur nos tempéraments, savoir qui est l'autre, savoir qui je suis, cela permettra tout simplement de transcender certaines situations, de faire face mieux à la vie, tout en se comprenant, tout en cheminant ensemble. Parce que voyez-vous, facilement, en connaissant le tempérament de votre conjoint, cela va vous aider à comprendre pourquoi la personne a réagi de telle façon au lieu de telle autre devant telle situation. Et cela naturellement vous permettra de pardonner plus facilement à votre conjoint pour certaines situations. Vous allez comprendre par exemple, pour la personne qui est de type sanguin, c'est-à-dire chaud, une personne qui est un peu réactive, vous comprendrez que souvent, cette personne-là peut poser des actes sans mesurer même la valeur de ces actes-là ou sans même mesurer la portée. Et cela va vous permettre de sauver bien de situations aussi parce que vous allez comprendre dans quel sens aller rapidement à cause du tempérament de l'autre. Si par exemple vous êtes devant une personne qui réagit lentement, vous saurez aussi comment réagir plus vite pour rattraper certaines situations. Donc il est extrêmement important de savoir comment est l'autre, comment est votre conjoint, comment est votre partenaire pour réajuster le tir à des moments bien précis. Et nous, en rappel, nous allons dire rapidement en quoi consiste le tempérament de certaines personnes. Par exemple, pour le premier type de tempérament, là, nous avons des personnes qui sont réactives, spontanées. Ce sont des personnes généralement sympathiques, très enthousiastes. Et ce sont des gens qui sont de type amical. Et ils sont généralement très spontanés. Et ils réagissent très vite devant les situations. À la limite, ce sont des gens un peu envahissants. Et des gens assez bruyants souvent. Donc, quand ils sont dans un endroit, on les repère facilement. On sait tout de suite qu'ils sont là. Et ils sont faciles à repérer dans des endroits. À cause du fait qu'ils sont très joviales, ils sont très ouverts, de contact extrêmement facile, et souvent aussi un peu bavards, mais aussi un peu émotifs. Ils peuvent se fâcher tout de suite. À la minute suivante, ils sont en train
train de rire. Et ils sont généralement très aimables. Ils peuvent heurter quelqu'un tout de suite dans leur comportement. Et ce sont des gens, rapidement, ils peuvent s'excuser et puis continuer. Et nous l'avions dit la semaine dernière, ce sont des gens qui ils s'en fichent que tu les aimes ou pas. Que si tu les aimes, tu fais bien. Si tu ne les aimes pas, dans tous les cas, ils continuent leur vie. Ils veulent attirer l'attention des autres sur eux. Ils veulent être le centre d'intérêt quand ils sont dans certains milieux. Et c'est la même chose quand ils sont à la maison. Ils se font sentir partout. On sait qu'ils sont là. Ils sont vivants. Et ils veulent vivre la vie et avec une certaine vitesse. Ça, c'est le type sanguin, très réactif du reste. Mais par exemple, à l'opposé, vous avez cette catégorie de personnes émotionnellement sensibles, très introvertis, refermés sur eux-mêmes, et les psychologues les appellent les mélancoliques. Ils ont une tendance à la tristesse, mais ils ont une certaine profondeur. Ils analysent beaucoup les situations avant de s'engager. Et devant les situations, ils vont regarder à chaque détail. Ils vont prendre le temps d'analyser les situations. Et souvent, leur première réaction devant les situations, ça aura une tendance un peu négative. Ils prêtent attention à chaque petit détail. Et généralement, il peut passer inaperçu dans un milieu. Le mélancolique peut être dans un milieu toute la journée, vous n'allez pas savoir qu'il est là. Et par exemple, à la maison, il peut passer toute une journée sans trop s'adresser aux gens. Il parle très peu. Et ce sont des gens qui sont tout le temps en train de méditer. Et souvent, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Parce qu'ils ne parlent pas beaucoup. Et facilement aussi, ils peuvent se sentir blessés. Ce sont des gens pour lesquels il faut faire attention. Parce qu'ils encaissent beaucoup. Ils ne réagissent pas beaucoup. Et à un moment, ils peuvent exploser. Donc, et ce sont des gens aussi qui ne sont pas très faciles de contact. À la limite, ils ne sont pas... Et le type mélancolique n'est pas très amical. Il ne se lie pas facilement d'amitié. Et c'est le genre qui est un peu froid. Bon, regardez. Là, comme nous l'avions dit, c'est deux tendances un peu opposées. Et même très opposées. Quand dans un même couple, l'un est de type sanguin, très bruyant, très envahissant, il rit aux éclats, et l'autre est taciturne, renfermé, introverti, très méfiant, avec une tendance à la tristesse. L'autre a une tendance à la jovialité. Lui, il est tout le temps en train de voir la vie du bon côté, et l'autre voit la vie un peu du mauvais côté, avec une tendance un peu négative, très refermé sur lui-même, analysant tous les détails. Au même moment, l'autre, sur chaque situation, il saute. Il avance vite. Il ne mesure pas toutes les conséquences. Et souvent, c'est après qu'il prend un peu de recul pour regarder. Bon, regardez déjà. Deux personnes qui forment un couple avec ces deux tendances. C'est des opposés. Totalement opposés. Mais ils doivent vivre toute une vie ensemble. Et nous avions donné le témoignage de ce jeune couple. Le jour de leur mariage. Et la fille très bien habillée, qui est arrivée 1 heure avant l'heure. Et donc elle passait de personne en personne. Elle riait aux éclats. Elle donnait une fleur à chacun. Et elle disait à tout le monde, mais je suis heureuse. C'est le jour J. Et je veux vivre
vivre ce jour-là vraiment intensement. Et tout le monde la voyait heureuse. Elle bougeait, elle passait de gauche à droite. Et on savait qu'elle était là. Et on savait que c'était son mariage. À l'opposé, son fiancé était assis dans le bureau du pasteur. Et le pasteur était en train de fournir tellement d'efforts pour le rassurer. Parce qu'il était refermé sur lui-même. Il se posait des questions. Il se demandait, est-ce que tout va marcher? Est-ce que les invités vont venir? Est-ce que la mariée va venir à l'heure? Au moment où lui parle de la mariée, il s'inquiète pour la mariée. La mariée est là depuis 1 heure. Et il s'inquiète encore. Est-ce que les alliances sont là? Comment les choses se passent à l'église? Et dans l'enceinte de l'église, il demande au pasteur de regarder par la fenêtre. Est-ce que les gens sont en train de venir? Au même moment, la mariée était là, toute joviale. Et quand ils faisaient leur entrée à l'église, elle disait, ah oui, c'est le jour J. C'est le jour vraiment J. Vous voyez, je suis contente. Nous devons vivre ce jour-là avec tellement de joie. Et l'homme, par contre, lui, il était très anxieux, très stressé, calculant même ses pas. Mais l'autre était jovial. Elle riait aux éclats. Regardez, 2 personnalités. Ils sont en train d'aller vers le mariage, officiellement pour le mariage, mais au même moment, regardez les tempéraments déjà. Et au moment où on devait prier pour eux, le pasteur les invite à se mettre à genoux pour qu'on prie pour eux. Dès que le pasteur a dit cela, l'autre a vécu une plus grande angoisse. Et il était stressé. Quand il est arrivé vers le banc, ses larmes ont commencé à couler. Et l'autre pourtant riait aux éclats. Elle se retournait regarder les gens. Et donc elle voit son fiancé avec des larmes sur les joues. Et c'est elle qui tire le paquet de mouchoirs et qui lui dit, mais essuie tes larmes. Et pourquoi tu pleures? Est-ce que tu vas pleurer comme ça toute notre vie? Et elle amenait tout à... c'est-à-dire à la plaisanterie. Mais regardez ces 2 personnes et imaginez-les en train de vivre toute une vie ensemble. Tous les jours, ça sera des attitudes opposées. Ça sera des attitudes contraires. L'un sera dans la grande joie, l'autre sera en train de calculer certains petits détails. C'est donc un autre, c'est le cas pratique de cet autre témoignage. Une femme qui était très bavarde aussi. Et elle est tellement bavarde qu'elle n'avait jamais le temps d'écouter les autres. Elle n'avait aucune limite aussi dans ses amitiés. Elle était de type sanguin, mais de façon un peu exagérée. Ses amis avaient même le droit de rentrer dans sa chambre et prendre souvent les choses qu'elle avait dans sa chambre. Et souvent, alors que même son mari est là, les gens avaient pris l'habitude de rentrer partout dans sa maison. Parce qu'elle n'avait pratiquement pas de secret. Elle disait à ses amis, non, sentez-vous libre. Le mari, lui, était très mélancolique aussi. Tellement mélancolique qu'il voulait garder une intimité. Ce qui est naturellement normal. Il veut garder une intimité. Parce que c'est quand même le couple. Mais regardez, pour lui, l'intimité est très importante. Pour la femme, ce n'était rien. Les gens peuvent rentrer même dans leur chambre. Lui, il était taciturne. Et il n'arrivait pas à mener sa femme dans une sorte d'intimité et reconnaître vraiment que l'intimité est une valeur qu'il faut sauvegarder. Et qu'est-ce qui se passait quand il voyait les amis de sa femme arriver à la maison? Il commençait à froncer les cils. Et il commençait à montrer qu'il n'est pas content. Et les amis de sa femme avaient fini par comprendre que leur présence agaçait cet homme.
Et finalement, la femme avait tendance à aller plus au dehors, rester avec ses amis, parce qu'elle, elle avait une tendance à cultiver l'amitié et à être toujours avec ses amis. Et finalement, son mari se plaignait aussi du fait que la femme était toujours au dehors, parce qu'elle veut être avec ses amis, et il veut aussi, lui, l'homme veut aussi que la femme soit à la maison. Et la femme, elle, tout en se plaignant, elle aussi, elle lui disait, mais il faut apprendre à sortir de toi-même. Et cette situation amenait tellement de disputes entre eux. Un jour, la belle-mère, la mère de l'homme est venue leur rendre visite. Elle s'est rendue compte que la femme était très peu présente à la maison. Et un jour, elle a pris le temps de les écouter. Elle a observé ce qui se passait. Elle a dû expliquer à chacun quel était le tempérament de l'autre. Et en réalité, ils étaient dans des tempéraments un peu opposés. Mais elle leur a fait comprendre qu'il fallait trouver un compromis. Un compromis, mais tout en respectant un peu les valeurs familiales, les valeurs du couple. Et c'est là où cette femme-là va se rendre compte que sa volonté était faible pour vraiment venir totalement sur le tempérament de son mari. Mais c'est avec beaucoup d'efforts qu'elle a essayé de modérer son tempérament. Mais avec vraiment suffisamment de prière. Et elle a dû soumettre sa volonté à l'Esprit de Dieu. Et finalement, elle a compris qu'il n'y avait que le Saint-Esprit qui pouvait modeler souvent nos façons de faire et prendre le contrôle sur nos émotions. Et l'Esprit de Dieu lui a fait grâce. Elle a pu avoir une emprise sur son tempérament et surtout sur ses habitudes. Ce qui lui a permis de réajuster un peu son comportement et de demander aussi à son mari aussi d'être un peu plus ouvert pour qu'avec les autres, qu'ils puissent vraiment s'accorder. Chacun a dû se soumettre au Saint-Esprit. Et ils ont pu, entre-temps, ajuster le tir. Et quelques mois plus tard, la femme s'était disciplinée sur bien des plans. Parce qu'elle était rentrée en elle-même, elle a compris qu'il y avait un problème de tempérament, mais un problème d'attitude, de comportement qui était aussi lié à son tempérament. Le mari aussi a compris qu'il était trop taciturne, mais qu'il fallait préserver une certaine vie familiale en laissant aussi un minimum d'ouverture aux amis de sa femme de venir, mais sans que celle-ci ne soit obligée de rentrer jusqu'à l'intérieur des maisons. C'est juste pour dire qu'on peut amener des réajustements si on est de bonne volonté. Nous devons comprendre que nos tempéraments sont logés dans notre âme. Nous sommes des êtres humains constitués de l'esprit, de l'âme et du corps. Et le tempérament, c'est surtout au niveau de notre âme. Et quand nous savons que nous sommes d'un tempérament qui peut gêner notre couple, nous devons soumettre toute notre âme à l'Esprit de Dieu. Et il est bon que dans le couple, chacun connaisse son tempérament et qu'il sache quels sont les aspects trop marqués de son tempérament
qu'il faut laisser sous le contrôle du Saint-Esprit. Et chacun aussi doit savoir quel est l'enjeu de son comportement, de son tempérament sur le couple. Comprendre aussi qu'on peut agacer l'autre par son comportement lié à son tempérament. Et chacun doit être conscient qu'on est responsable de la gestion de son tempérament. Nous devons comprendre que nous sommes perpétuellement en relation avec les autres et surtout avec notre épouse ou avec notre époux. Il est important de savoir qui nous sommes. Quel est notre tempérament? Si nous savons que nous sommes de type sanguin, nous devons faire attention à l'égocentrisme. Parce qu'on aura tendance à attirer tout vers nous et vouloir que nous soyons le centre d'intérêt de tout. Et en ce moment, nous devons soumettre notre âme à l'Esprit de Dieu pour que l'égocentrisme, qui est une œuvre de la chair en réalité, que cela sorte de nous et que nous puissions contrôler nos émotions. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous amener à faire des réglages pour amener des ajustements et devant les situations, nous adapter facilement à l'autre et faire en sorte qu'il y ait une bonne entente. Et quand nous nous rendons compte que notre tempérament, et à cause de notre tempérament, nous avons blessé l'autre, nous ne devons pas nous retenir et rapidement nous devons nous excuser et même demander pardon. Et nous devons gentiment présenter nos excuses, souvent à cause de notre tempérament trop exubérant ou encore un tempérament qui agace l'autre. Nous devons présenter gentiment nos excuses et même demander pardon si nous avons blessé les autres. Nous ne devons pas avoir honte de reconnaître les faiblesses de notre tempérament. Par exemple, la personne du type sanguin, souvent il peut parler un peu trop. Et en parlant un peu trop, la parole de Dieu même dit que qui parle trop pêche. Et chaque tempérament a ses forces et ses faiblesses. Et donc quand on est très marqué dans notre tempérament par rapport à un aspect bien précis, nous devons tout faire pour d'abord accepter que nous avons ce petit défaut lié à notre tempérament, mais que nous devons nous soumettre au contrôle du Saint-Esprit. Et connaissant nos tempéraments, nous devons prier constamment et demander à l'Esprit de Dieu d'affermir notre volonté, de fortifier notre volonté pour que nous puissions maîtriser certaines choses, parce que nous nous connaissons, maîtriser certains aspects de notre tempérament et pouvoir être en bonne entente avec les autres autour de nous. Le tempérament en lui-même n'est pas mauvais. C'est certaines tendances marquées de notre tempérament qui peuvent gêner. Parce que chaque tempérament a ses forces et ses qualités. Il n'est pas mauvais d'être jovial. Il n'est pas mauvais d'être amical. Il n'est pas mauvais d'être enthousiaste. Parce qu'on peut teinter même notre mariage par notre enthousiasme. Mais quand, dans cet enthousiasme-là, nous débordons pour être très exubérants, être très envahissants, bruyants,
de façon à gêner ceux qui sont autour de nous, en commençant par notre épouse ou notre époux. C'est là où nous devons commencer à faire attention. Par exemple, le mélancolique. Les psychologues l'appellent mélancolique parce qu'il a une tendance à la tristesse. Sinon, il n'est pas mauvais d'être calme et d'être un peu réservé devant les situations. Ce tempérament a ses valeurs aussi. Parce que généralement, ce sont des gens qui peuvent mener une méditation profonde sur la parole de Dieu et en sortir même avec des révélations. Par exemple, pour ce tempérament, il n'est pas mauvais qu'on s'intéresse à certains détails parce que cela nous permet de faire attention pour ne pas prendre très vite certaines décisions. Parce que cela nous évite certains problèmes. Contrairement aux sanguins qui vont vite sur certaines décisions et qui se rendent compte plus tard qu'ils n'ont pas bien mûri leurs décisions et n'ont pas bien mûri leur démarche avant de prendre une certaine décision. Mais quand le mélancolique tombe dans la tristesse, quand ses pensées sont teintées de pensées négatives, alors que la parole de Dieu est claire, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui est louable, vertueux, que cela soit l'objet de nos pensées, comme nous le dit Philippiens 4, verset 8. Par exemple, quand le mélancolique arrive à être rempli de la parole de Dieu, il va développer plus certains aspects positifs dans sa vie et il va mieux profiter de ce tempérament-là. Donc voici là aussi des avantages qu'on peut tirer du tempérament soit sanguin ou encore de celui qu'on appelle le mélancolique qui est assez réservé mais qui a vraiment aussi ses valeurs. Et dans le couple, nous devons faire attention. Quel est notre caractère? Quel est notre tempérament? Et nous devons nous dire que notre mariage, le couple doit doit vivre de façon joviale. Et le mariage doit être dynamisant pour chacun. Ça doit être une expérience exaltante. Et donc l'homme et la femme, tout en connaissant leur tempérament, doivent plutôt travailler l'un l'autre à s'accommoder et à tirer le meilleur profit de chaque tempérament. Un jour, une femme était au service et à une certaine heure, elle s'est dit « Ah, je dois rentrer vite à la maison ». Et sa sœur qui était à côté d'elle, elle lui dit « Tu sais, il y a des gens qui viennent pour une certaine affaire à la maison. Je dois être là parce que mon mari va très vite dans certaines décisions. Après, souvent, il regrette. Mais quand je suis là, je temporise les choses et j'essaie d'être vraiment plus juste dans certaines prises de décision. Et elle ajoute qu'il est très très réactif, il va très vite dans les décisions et il veut toujours faire plaisir aux autres. Donc elle était en fait en train d'exprimer quelque chose par rapport au tempérament de son mari. Elle n'était pas en train de l'accuser forcément, mais elle était en train de dire un peu comment elle fonctionne avec son mari. Ils avaient deux tempéraments différents, mais deux tempéraments qui peuvent bien se compléter
pour que le couple tire le meilleur profit des deux tempéraments. Parlons un peu maintenant du troisième tempérament qui semble être l'intermédiaire entre le bouillant, le chaud, le réactif et le mélancolique qui a une tendance de tristesse. Il s'agit de cette personne-là, de cette catégorie de personnes que nous pouvons placer dans la catégorie des personnes naturellement calmes et sereines. Généralement, ce sont des gens imperturbables. Ils sont impassibles. Ils savent ce qu'ils veulent. Sereins. Et généralement paisibles. Ils sont sûrs d'eux-mêmes. Leur force, c'est qu'ils savent dominer même leurs émotions souvent. Généralement, leur humeur est assez facile. Et ils peuvent facilement eux-mêmes s'estimer, se surestimer et même s'apprécier un peu trop souvent. Ils ne le disent pas, mais dans leur comportement, on le sent. C'est des gens qui sont d'humeur facile. Et ce sont des gens aussi qui peuvent facilement amener des conciliations. Et ce sont des gens facilement qui amènent la paix. Un tempérament très conciliant. Et ce sont des gens qui peuvent faire rire aux éclats les autres et au même moment eux-mêmes ils ne rient pas. Et devant certaines situations, ils prennent le temps pour réagir. Mais généralement, ce sont des gens qui sont plutôt passifs. Ils ne sont pas très actifs. Par exemple, ce sont des gens aussi qui sont très fidèles dans leurs relations. Les psychologues les appellent les flegmatiques. Ce qu'il faut pour le flegmatique, c'est d'arriver à le faire sortir souvent de son cocon. Parce qu'ils sont des gens un peu froids, mais qui font attention à tout ce qui se passe autour d'eux. Et ils ne sont pas forcément négatifs. Mais ils regardent, ils analysent les situations. Ils ne sont pas très actifs. Mais souvent, ils sont poliment têtus. Devant certaines situations, ce qu'ils veulent là, ils vont tout faire pour l'avoir, ils vont tout faire pour le faire, mais poliment têtus. Ils ne vont pas trop s'exprimer pour dire non, je ne ferai pas ou je ferai ci. Mais tu vas sentir dans leur comportement qu'ils sont sûrs de ce qu'ils font. Ils vont tout faire pour faire ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont décidé de faire. Tu ne peux pas les arrêter. Et ça, c'est l'exemple de cet homme-là que je nommerai Dodi. Et il était super renfermé. Il était toujours dans son cocon. Et puis avec l'humeur toujours tranquille. Très passif. Lorsqu'il est face à une situation, et il pouvait même faire le compromis. Souvent, il montre que non, lui, il peut s'adapter à toutes les situations. Et souvent, devant les situations, devant sa femme, il ne s'engage pas trop. Il laisse sa femme prendre le devant. Par moments, il montre qu'il ne se fait pas trop confiance, mais il laisse sa femme prendre certaines initiatives. Et il était tout à fait le contraire de sa femme qui, elle était bouillante. Mais cet homme-là, quand il décidait aussi de faire quelque chose, rien ne pouvait l'arrêter. Poliment têtu.
Mais souvent, il laisse trop d'espace à sa femme. Sa femme avait commencé à croire que c'était de la faiblesse. Elle, quand elle arrivait à la maison, au moment où Dodi est dans son coin, il observe ce qu'il regarde à tout ce qui se passe. Il ne réagit pas trop. Souvent, il fait semblant de ne pas suivre ce qui se passe. Et il y a des hommes comme Dodi. Mais quand la femme débouche, envahissante, bruyante, elle arrive, tout le monde sait qu'elle est arrivée dans la maison. Dès le portail, quand elle rentre avec la moto, avant même de garer la moto, elle commence à poser des questions à haute voix. Elle commence à interpeller tout le monde. Elle n'a pas encore garé sa moto. Mais chacun doit répondre à une question pour qu'elle sache qu'est-ce qui s'est passé quand il n'était pas là. Et son mari dans son coin regarde. Et quand elle arrive toujours, elle a une nouvelle idée. Elle arrive et elle dit, voilà, voici ce que nous allons faire. À partir de demain, voilà comment on va se comporter dans la maison. Et elle a toujours de nouvelles initiatives. Et toujours, elle explique le bien fondé de ses idées. Et elle montre toujours qu'elle a raison. Et l'homme ne disait rien. Et comme elle dominait pratiquement par sa façon de s'exprimer. Et elle dit, mais vous allez voir ce que ça va donner. Et elle va dire à son mari, mais toi, qu'est-ce que tu dis? L'homme dit non, allez-y. Allez-y. À telle enseigne que c'était elle qu'on sentait plus à la maison. Mais l'homme laissait faire, et ce n'était pas de la faiblesse. Et à un moment, elle s'est rendue compte qu'elle dominait. Et tout le monde ne se référait qu'à elle. Quand il y avait quelque chose, tout de suite, c'est vers elle qu'on partait. L'homme a laissé faire jusqu'au moment où tout le monde s'est trouvé devant des impasses. Quand on est venu le voir, on lui a dit, on l'a bousculé avec des questions. Et c'est là qu'elle commence à dire, mais c'est toi l'homme de la maison. Et l'homme lui a dit, mais je suis l'homme de la maison depuis longtemps. Mais c'est toi qui es au devant de tout. Donc, devant cette situation aussi, vas-y et trouve les solutions. Elle était très embêtée parce qu'elle connaissait aussi l'ingéniosité de son mari. Elle savait aussi que s'il voulait résoudre certaines choses, il allait les résoudre. Et pour ne pas se faire emmerder, l'homme même a fui la maison pratiquement 2 jours pour les laisser faire. Après, ils étaient obligés d'aller le chercher en lui disant, mais c'est toi qui as la solution. Et ils ont fini par se rendre compte qu'ils avaient 2 tempéraments différents, mais qu'il fallait, tout en respectant, chacun respectant l'autre, mettre leur tempérament sous le contrôle du Saint-Esprit, et leurs émotions aussi devaient être réglées par le Saint-Esprit pour qu'il y ait entente, respect et une meilleure responsabilisation par rapport aux choses de la maison. Donc, la femme a fini par comprendre qu'en réalité, elle était assez dure et qu'elle était même insensible à certaines choses qui se passaient dans la maison et qu'elle choquait pratiquement le tempérament calme de son mari. Et donc, en choquant ce mari-là tout le temps, elle avait fini par renforcer, donner l'occasion à ce mari-là de se renforcer dans son introversion. Parce que plus on ne faisait pas cas de lui, plus il devenait renfermé. Mais quand ils ont fini par se comprendre, l'homme a compris aussi qu'il devait travailler à s'imposer un peu plus et à prendre aussi des responsabilités de façon plus ouverte. Il a compris que dans son comportement aussi, il y avait une sorte de timidité. Et il a compris que c'était une timidité qui n'était pas aussi de Dieu. Parce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée 2,
Et 2 Timothée 1, verset 7. Que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, quand les deux ont crié à Dieu, parce qu'ils ont reconnu qu'il n'y avait pas vraiment, ils n'étaient pas au même niveau, ils ne pouvaient même pas être au même niveau, mais qu'ils devaient chacun respecter l'autre dans son tempérament, tout en tirant le meilleur profit de son tempérament. Donc, ils ont compris qu'il fallait prier et vraiment se comprendre parce qu'ils étaient différents sur le plan tempérament. Chacun connaissait les forces et les faiblesses de l'autre. La leçon à tirer de ces deux types de tempéraments qui peuvent cohabiter, c'est quoi? Le tempérament du flegmatique, c'est-à-dire de ce type de tempérament, lui, il a un caractère qui doit éteindre le feu du conjoint qui est bouillant. Et celui aussi qui est réactif, qui est du type sanguin, doit comprendre que le calme de son conjoint, de son partenaire, n'est pas une faiblesse, mais il y a des valeurs dans ce tempérament qu'il faut exploiter et exploiter avec respect. Mais en tout état de cause, nous devons bien gérer nos tempéraments dans nos couples. Si l'un est bouillant, si l'un est du feu, l'autre doit être de l'eau, mais que l'eau vienne éteindre le feu, mais amener une atmosphère paisible et joviale dans la maison. Si nous sommes avertis sur nos tempéraments, nous devons voir quels sont les meilleurs profits à tirer de part et d'autre. On se connaît, on sait comment réagir l'autre, on tire le meilleur profit de son tempérament et on sait comment mettre cela avec le meilleur profit de notre tempérament. Et là, nous avons un ajustement, un modélage qui va faire du bien à tout le monde dans la maison. Mais regardez un peu. Et à l'extrême de tout cela, c'est le colérique. Et le colérique, lui, il est autoritaire. Il est très vif. Et il est même bouillant et chaud. Il est très dur envers lui-même et envers les autres. Mais c'est le type qui est très courageux, mais très endurant aussi dans le travail. C'est le type qui coordonne souvent même le travail à la maison, comme même avec ses collaborateurs. Et généralement, il ne passe pas par 4 chemins pour dire certaines vérités. Si les choses vont bien, ça va. Mais si ça ne va pas bien, il peut s'emporter tout de suite. Il rentre dans une colère et avec une sorte de baguette, il veut faire marcher tout le monde. Et sa plus grande faiblesse, ce sont ces crises de colère. Il se met facilement en colère. Il s'irrite facilement devant les situations. Et c'est pourquoi d'ailleurs il est appelé le colérique. Et alors que Jacques 1, verset 20 dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Généralement, c'est un tempérament qu'on retrouve chez certains leaders.
Et il dirige bien avec ça, souvent. Mais avec certaines limites, parce qu'il frustre aussi les gens autour d'eux. Généralement, ce sont des perfectionnistes. Et il transporte ce tempérament à la maison. Il veut que tout fonctionne comme ça fonctionne au service. Les détails doivent être à leur place. Sinon, il s'emporte, il s'irrite. Voici le colérique. Bon, imaginez un mari colérique avec une femme sanguine. Parce qu'ils ne sont pas loin. Hein? Sauf que le sanguin, lui, il est très positif, très amical. Mais avec souvent des penchants très marqués. Souvent, il bavarde. Il veut aussi qu'on s'intéresse à lui. Il veut qu'on sache qu'il est là. Mais le colérique, lui, tout de suite, il va vouloir que certaines choses marchent d'une certaine façon. Dans un couple où l'un est colérique et l'autre est sanguin, ça risque de fonctionner difficilement. Et ça, c'est le cas pour terminer de ce couple-là, où l'homme était colérique, la femme était colérique. Chacun veut que les choses marchent comme lui veut. Chacun veut que ses décisions soient exécutées et à la lettre et tout de suite. Aucun d'eux ne supporte l'imperfection ni la lenteur. Quand l'homme envoie la femme, il lui dit, est-ce que tu peux me faire ça et tout de suite? La femme aussi dit aux enfants, est-ce que tu peux me faire ça et tout de suite? Tout se passe dans la vitesse dans la maison. Et une personne ne veut d'imperfection. Et un jour, la femme, pour résumer, la femme, parce qu'elle est autoritaire, elle fait venir son neveu du village pour jouer le rôle du grand garçon dans la maison. Elle n'en parle pas avec son mari parce que sa nature est un peu de ce genre. Elle s'impose et elle veut que tout marche comme elle veut. Elle fait venir ce garçon-là et finalement, cela était un sujet, un problème. L'homme colérique aussi était en train de faire souffrir le garçon parce qu'il est venu sans son avis. Finalement, ce jeune homme était en train de souffrir à cause des deux tempéraments qui s'entrechoquaient et qui ne pouvaient pas s'entendre. Jusqu'au jour où le problème a été clairement posé et l'homme dit, mais la femme a fait venir le garçon et lui n'a pas dit, nous résumons l'histoire, mais l'homme était cruel envers le garçon. Donc c'est pour dire que devant ces deux types de ces tempéraments, dans le couple, nous pouvons faire même du mal aux autres. Donc faisons attention et je crois que le Saint-Esprit est l'esprit de grâce qui peut contrôler nos émotions, qui peut contrôler nos sentiments, qui peut contrôler notre façon d'être. Le tempérament en lui-même n'est pas mauvais, mais les tendances trop marquées peuvent gêner les autres. Nous avons intérêt à connaître tout cela et à bien gérer nos tempéraments dans notre couple. Que la grâce de Dieu nous accompagne dans notre vie de foyer. Que notre lumière luise, que nos tempéraments soient sous le contrôle de l'Esprit de Dieu et que le meilleur de ce tempérament-là soit utilisé pour la gloire de Dieu. Nous voulons que cela éveille notre esprit. Nous voulons que cela éveille notre entendement. Que nous puissions comprendre que nous sommes différents, mais que nous puissions comprendre que chacun peut tirer le meilleur profit de l'autre pour un bonheur conjugal. Et cela n'est pas impossible. Que nous soyons joviales, enthousiastes, mais sans aller dans certaines exagérations. Que nous puissions faire attention à certains détails dans la famille, s'occuper bien de la famille sans tomber dans la tristesse. Que nous soyons sereins, que nous soyons posés et que nous soyons aussi responsables. Et que la colère ne fasse pas partie de notre vie conjugale. Ainsi donc, nous arrêtons là. Que Dieu nous accompagne. Qu'il fasse du bien à chacun. Que cette semaine qui commence
commence, que cela soit une semaine de paix, une semaine de joie, une semaine de compassion dans la famille, une semaine de miséricorde où nous nous soutenons malgré nos tempéraments différents. Que le Saint-Esprit nous aide à faire le meilleur profit de nos tempéraments pour la seule gloire de Dieu. Nous vous aimons, nous vous apprécions et nous prions pour vous que votre lumière luise. À la semaine prochaine. Amen.